Donc là, on est dans la introduction à la physiologie humaine, partie 2. Si vous n'avez pas vu la partie 1, je vous conseille vivement de le faire. Ici, c'est le programme. Je vais revoir à nouveau un petit peu. On a déjà vu la partie anatomie, la physiologie, qu'est-ce que c'est cellulaire et systémique, la relation anatomie-physiologie, la physiopathologie, la pharmacologie, l'organisation du corps, le métabolisme, et on va commencer ça, les systèmes qui sont les systèmes cardiovasculaires, voilà, respiratoires, les systèmes gastro-intestinal, rénal, immunitaire, lymphatique et tegumentaire. Pourquoi ces systèmes-là? Parce qu'on a choisi de étudier, de faire un survol sur les systèmes qui maintient l'environnement interne du corps directement en rapport avec la circulation sanguine. Donc, on va commencer par notre premier système, qui c'est le système cardiovasculaire. Ce système, c'est un système qui va, son rôle principal, c'est la distribution de l'oxygène et du gaz carbonique, O2 et CO2, des nutriments, des hormones, des déchets, des globules blancs, des anticorps et même la chaleur au tissu corporel et vice-versa. C'est-à-dire que le système cardiovasculaire, c'est la grande route. C'est vraiment la grande route par où va passer les hormones, les anticorps, les nutriments, tout ce qu'on veut apporter aux organes, c'est-à-dire aux tissus et en gros aux cellules, et tout ce que les cellules, les tissus ne veulent plus, il va falloir passer par ce système-là. Donc, on commence à expliquer un petit peu ce système cardiovasculaire. On a deux circulations. Déjà, les composants, les organes de ce système cardio, donc cardio, évidemment, le cœur, avec les artères, les veines, et les poumons, qui rentrent aussi dans ce système cardiovasculaire. Donc là, on a le poumon et le cœur, les artères et les veines. Première chose, la conception des artères et des veines. Donc, tout ce qui arrive au cœur, c'est de veines. N'importe si c'est avec le sang oxygéné ou pas. Et tout ce qui part du cœur, qui va partir du cœur, sont des artères. N'importe si c'est avec du sang oxygéné ou pas. Donc cette notion qui artère, il n'y a que du sang oxygéné et les veines que du sang veineux non oxygéné, c'est faux. Donc la notion qu'il faut retenir, c'est artère, tout ce qui part du corps et veine du cœur, et veine, tout ce qui arrive au cœur. Plutôt ça. Donc, on va commencer par une petite explication de ce système cardiovasculaire qui est composé en fait de la circulation pulmonaire ou petite circulation et de la grande circulation ou la circulation systémique. Commence par le commencement. Donc, on va partir on a la veine cave, les veines caves. On a deux veines caves, une veine cave supérieure et une veine cave inférieure. Cette veine cave inférieure, elle va collecter tous les sangs non oxygénés là, tous les sangs non oxygénés du corps, là, la veine cave c'est là, du corps, de la partie inférieure du corps, et tête et cou et membres supérieurs, c'est la veine cave supérieure. Je suis en train de vous montrer là, ici, les structures de la veine cave inférieure et là, la veine cave supérieure. Donc, ces veines caves, elles vont déboucher sur l'oreillette droite du cœur. Il faut savoir que le cœur, il est divisé en deux organes, en fait. Il y a le côté droit et le côté gauche. Donc, on va commencer par apporter le sang veineux non oxygéné à cette oreillette droite. Cette oreillette droite, ce sang va partir au ventricule droit parce qu'ici, il y a quand même une valvule qui va s'ouvrir et se fermer, qui fait le contrôle de cette transfert de sang d'oreillette droite au ventricule droite. À partir du ventricule droite, ce sang va donc toujours sans oxygène, il va par l'artère pulmonaire. Pourquoi artère? Parce que ça va partir du cœur. Et pourquoi pulmonaire? Parce que c'est l'artère qui va jusqu'au poumon.
amener ce sang, je répète, non oxygéné, et c'est une artère pulmonaire, jusqu'au poumon. Et au niveau du poumon, qu'on va voir les échanges au niveau des alvéoles, qu'on va voir plus tard, qui vont faire des échanges et qui vont ramener ce sang maintenant oxygéné par la veine pulmonaire. Pourquoi veine? Parce qu'elle est en train d'arriver au cœur. Okay? La veine arrive au cœur. Donc, la veine pulmonaire qui va arriver au cœur, malgré que c'est une veine, elle amène le sang oxygéné. Elle rentre dans l'oreillette gauche, elle passe au ventricule gauche. Ici, il y a une autre valvule très importante qu'on va voir plus tard. Et cette ventricule gauche, donc oreillette gauche, ventricule gauche, qui va au travers de la aorte, c'est une artère, qui va distribuer ce sang au long de tout le corps. Donc, cette relation entre le cœur qui apporte au travers de l'artère pulmonaire, poumon, veine pulmonaire, c'est-à-dire ventricule droit, artère pulmonaire, jusqu'au poumon, sortir du poumon, veine pulmonaire et arriver par l'oreillette gauche, qu'on appelle petite circulation. Après, une fois qu'elle est dans le ventricule gauche, qui part par l'aorte, qui va être distribuée partout, on appelle grande circulation. Donc, la petite circulation, en fait, correspond à la circulation du sang désoxygéné, qui part du cœur, comme je viens de vous montrer là, du ventricule droit, qui part du cœur et qui se rend au poumon afin d'être oxygéné à nouveau. Elle inclut aussi les retours du sang oxygéné, voilà, par la veine pulmonaire, du poumon au cœur jusqu'à l'oreillette gauche. Une fois dans l'oreillette droite, alors, le sang désoxygéné, c'est la propulsé dans le poumon grâce au ventricule droit, boum, ventricule droit. Et je répète là, hein, le premier vaisseau emprunté est le tronc pulmonaire qui se subdivise en artères pulmonaires. Le sang passe ensuite dans des artérioles, puis dans le réseau des capillaires pulmonaires qu'on verra, qui entoure les alvéoles pulmonaires. Une fois les capillaires pulmonaires traversés, le sang est débarrassé de son dioxyde de carbone et il est réoxygéné, là on est là. Le sang nouvellement oxygéné se rend alors à sa partie gauche du cœur par là, oreillette droite, par les vénules, puis les veines pulmonaires. Il atteint ainsi l'oreillette gauche, ok, en attendant d'être propulsé par les ventricules gauche, voilà, au travers de l'aorte, dans la circulation systémique. Donc, on va voir ici une autre photo. Voilà. Donc, ici, on va reconnaître quand même les organes. Donc, ici, on a le poumon avec la trachée, le poumon, l'autre poumon. Ici, on a le cœur avec oreillette droite, ventricule droit, oreillette gauche, ventricule gauche. Là, on a une personne qui va amener le sang veineux non oxygéné, qui va partir de cellules, rentrer dans les vénules, les petites vénules, qui va augmenter ce calibre, va augmenter, qui va venir dans les veines caves inférieures, si c'est le membre inférieur, supérieur, si c'est le membre supérieur, qui vont déboucher ici au niveau de l'oreillette droite, qui vont passer par cette valvule, qui va rentrer dans le ventricule droit. Du ventricule droit, elle va partir par les troncs pulmonaires. Voilà les troncs pulmonaires, c'est ce numéro 2 là. Et qui va devenir l'artère pulmonaire avec toujours les sangs veineux. Cette histoire de bleu et rouge, le sang est de la même couleur, mais c'est que pour vous montrer la différence. Donc, artère pulmonaire arrive au niveau alvéolaire où il va faire les échanges, ces échanges avec les capillaires de poumon au niveau des alvéoles, qui va passer alors maintenant par les petites capillaires, petites vénules, qui va rentrer dans les veines pulmonaires, qui va arriver à l'oreillette gauche, qui va passer à cette valvule qui va propulser jusqu'au ventricule gauche et qu'après il y a une autre valvule qui va propulser le sang à nouveau par l'aorte qui va atteindre tous les organes du corps. Voilà. Donc là, cette partie-là, c'est la grande circulation.
Et cette petite partie-là, hop, là, hop, c'est la petite circulation. On peut regarder aussi cette photo, la même chose. Ici, on a tête, cou, membre supérieur, le poumon, le cœur, oreillette droite, ventricule droit, oreillette gauche, ventricule gauche. Ici, on va voir le foie, le rein, les intestins, les tubules. Quand on dit tubules, on pense au rein. D'accord? Les gonades, les mésentères aussi, l'intestin, les troncs pelvis et les membres inférieurs. Tout ça au niveau inférieur, en bas du diaphragme. Donc, là, c'est le même schéma. On prend tout le bleu là, voilà. Hop, hop, hop. Là, c'est la veine porte qui fait un lien entre l'intestin. Vous voyez là, entre l'intestin, la rate et le foie. Tu vois? Il fait une... Vous voyez? Vous, tu vois, bon. Il fait une liaison avec le foie. Donc là, on a ce grain et la veine cave inférieure qui vient jusqu'à l'oreillette droite. Et le cerveau, la tête, du cou, les membres supérieurs avec la veine cave supérieure, veine cave supérieure qui vont tous déboucher sur l'oreillette droite, ventricule droit, tronc pulmonaire, veine pulmonaire, changement, artère pulmonaire, oreillette gauche, ventricule gauche, aorte, il va distribuer partout. Donc il a l'aorte, elle est énorme, il a l'aorte qui fait la partie supérieure et l'aorte qui fait la partie inférieure. Ça, il faut connaître par cœur. Et là, on va voir maintenant un peu de plus proche notre système respiratoire. Là, on sait que la respiration, elle correspond à deux mécanismes. L'inspiration, qui fournit l'oxygène de l'air à l'organisme, qui va rentrer là par la bouche, les nez, rentrer par la larynx, trachée, ça c'est la trachée, rentrer dans les bronches, les bronchioles, et là sont les alvéoles, c'est ça là, les alvéoles, les petites poches là, vous voyez, où on va faire la transition entre les sangs désoxygénés et les sangs oxygénés. Ce sang oxygéné, pour que pour que cet oxygène rentre dans le sang, on a besoin quand même d'une autre cellule parce que le gaz oxygène, il ne se balade pas comme ça. On a besoin de l'hématie. Et cette hématie, qu'elle soit pleine d'hémoglobine, qu'on puisse porter comme la cerise, le gâteau de la cerise, l'oxygène. Donc, deux mécanismes, l'inspiration et l'expiration, qui permet d'éliminer le gaz carbonique. Cet échange gazeux se produit au niveau des poumons, dans les alvéoles pulmonaires, grâce à une différence de pression entre les deux côtés. Un gaz s'écoule du milieu le plus concentré vers le moins concentré. Tout ça, c'est des détails qu'on va étudier après quand on va faire le système respiratoire. L'appareil respiratoire est formé d'un ensemble d'organes. On va voir les voies aériennes supérieures et les voies aériennes inférieures. Donc, si on regarde cette photo ici, on voit un peu de la voie aérienne supérieure, qui sont les conduits qui permettent à l'air d'accéder aux poumons. Nez, bouche, naso et oropharynx, larynx, où se séparent de voies respiratoires et digestives, en fait. Le bol alimentaire va rentrer dans l'ésophage et l'air va rentrer dans la trachée. La trachée, qui est un tube maintenu ouvert par une vingtaine, là on voit une vingtaine d'anneaux, de cartilage rigide et flexible. Après, on a le bronche, qu'on voit là, conduit en bronche principale, là, en bronche principale pour chaque poumon, vous voyez, en bronche à droite, en bronche à gauche, qui va amener l'air de la trachée à chaque poumon. La surface interne des bronches est recouverte par un tapis de cils vibratiles et de mucus qui permet de filtrer et rejeter à l'extérieur déjà tout ce qui est poussière et débris cellulaires. Bon, ça passe aussi par le nez qui a cette fonction aussi. Le nez a aussi la fonction de chauffer l'air pour qu'il ne rentre pas froid dans notre corps. Donc, ceux de bronches principales, droite et gauche, ils se subdivisent dans le poumon au niveau d'une partie appelée île en bronche plus petite, dite lobaire, ce lobaire elle-même se subdivise en bronches segmentaires. Donc, on a bronche, lobe et bronche segmentaire.
Et après les bronches segmentaires, qu'on va avoir les bronchioles. Donc ici, il montre que les bronches et les bronchioles. Mais entre les bronches et les bronchioles, on a bronches, on a les segments lobaires et on a les bronches segmentaires. Et les bronchioles, pour vous donner une idée, ils sont fines comme des cheveux. Ils se terminent par des sacs, là voilà les sacs, pleins d'air appelés les alvéoles pulmonaires. Il va y avoir des facteurs, une substance dans ces alvéoles qui permet qu'ils ne se collabent pas, qu'ils ne se collent pas, qu'ils restent quand même un sac. C'est hyper intéressant ce sujet, j'adore et on en reparlera. Donc les alvéoles pulmonaires sont de tout petits sacs, comme je l'ai dit, remplis d'air et présentent une paroi très fine au niveau de laquelle a lieu les échanges gazeux respiratoires. Donc c'est une surface d'échange entre les deux compartiments. Le très grand nombre d'alvéoles pulmonaires permet une surface absolument astronomique, 100 mètres carrés, pour vous donner une idée, 100 mètres carrés. Les alvéoles se gonflent d'air à l'inspiration, ils se vident lors de l'expiration, mais ils ne se collabent pas parce qu'il y a un facteur qui maintient ces alvéoles un peu gonflées quand même. La fine paroi est recouverte de très nombreux et très fins vaisseaux sanguins, les capillaires au travers de la paroi desquels réalisent les échanges gazeux. Par ailleurs, afin de protéger le corps des cellules appelées macrophages, qu'on va parler dans le futur, beaucoup, digèrent poussière, microbes grâce aux enzymes qu'elle contient au niveau des alvéoles pulmonaires. Donc, vous voyez bien que dans une minute là que je suis en train de parler, on a parlé d'enzymes. Enzyme, c'est quoi enzyme? Enzyme, c'est une protéine. Elle a des fonctions spécifiques, ces enzymes. Elle travaille avec des substrats très spécifiques. Donc, il va falloir connaître les enzymes. On sait qu'elles ont des terminaisons ase, mais ça, c'est rien. Il y a de coenzymes. On a parlé des macrophages, que ça fait partie de notre système immunitaire. Et quand on parle de macrophages, il faut bien connaître parce que eux, ils vont avoir une fonction très, très importante sur les LDL, les lipoprotéines. Donc, vous voyez qu'il faut commencer vraiment de la base. Il faut connaître la base de la physiologie, de la biologie humaine pour comprendre les choses plus compliquées. Là, on fait un survol, mais je vous conseille très fortement de prendre chaque chose à son temps, petit à petit, avec beaucoup d'attention et vous allez voir que ce n'est pas compliqué, c'est même logique. Donc là, on est au système respiratoire. Maintenant, on va passer à un système très très important qui c'est le système gastro-intestinal. Ce système gastro-intestinal, il a deux phases. Une phase de digestion qui est la transformation de l'aliment en nutriment. Et cette phase de digestion, on a déjà vu dans notre partie 1 qui c'est le catabolisme où il y aura la transformation de tout le macromolécule en petites molécules que l'objectif primordial, principal, c'est de formation d'énergie en forme d'ATP, adénosine triphosphate. Donc c'est ça le but du jeu. Et une deuxième phase, je parlais de deux phases, la digestion est dans le duodénum, à partir de la bouche jusqu'au duodénum, et l'absorption, qui est le transfert de nutriments dans la circulation sanguine, au niveau de jéjunum et iléum. Une chose que je voudrais quand même dire, c'est que là, jusqu'au moment qu'on est dans l'intestin grêle, on peut dire qu'on est hors corps. On n'est pas encore dans notre corps. On dit qu'on est dans notre corps à partir du moment qu'on est dans la circulation sanguine. Donc, où l'aliment rentre par la bouche, d'accord, ça s'appelle le deuxième temps digestif parce que ce temps, c'est après le cerveau. Il y a le temps céphalique, on regarde la nourriture et ça commence déjà la salive. Okay? Donc, l'aliment rentre par la bouche. On a déjà l'action des glandes salivaires avec les enzymes amylase et lipase. Amylase, comme je vais dire, enzyme, termination ase. Donc, amylase et lipase, parce qu'il y a de la lipase là aussi, qui vont agir sur les amidons et déjà commencer un petit peu à avoir une action sur les lipides. Après, il y a ce long tube là, l'ésophage. C'est un long tube qui va jusqu'à là, au cardiaque,
qui c'est la première structure de l'estomac. Ça, c'est de l'anatomie cardiaque. Et dans l'estomac, on va avoir la formation de la chyme, c'est le bol alimentaire avec la présence d'acide chlorhydrique, ça veut dire HCl, qui, pour savoir, on a à peu près 2 litres par jour d'acide chlorhydrique. Cet acide chlorhydrique il a comme fonction activer les pepsinogènes. Attention au suffixe, tout ce qui est gène est inactif. Donc, pepsinogène est inactif, qui va se transformer en pepsine. Je voudrais me rappeler d'un autre exemple de gène. Par exemple, quand on est au niveau de pression artérielle, qu'on va avoir l'angiotensinogène, l'angiotensine, c'est l'angiotensinogène qui se transforme en angiotensine. C'est la même chose. On a la forme inactive qui se transforme en angiotensine, qui est la forme active. Donc, à chaque fois qu'on voit gène, c'est parce que c'est inactif. Donc, ce pepsinogène qui va avoir une action, qui va se transformer en pepsine grâce à la présence de l'acide chlorhydrique, qui va faire l'hydrolyse des protéines. C'est quoi? L'hydrolyse, comme j'avais dit, lyse, c'est catabolisme, c'est casser, donc va casser les protéines dans la présence d'eau. Hydrolyse de protéines. C'est pas casser l'eau, c'est casser la protéine. Hydrolyse de quelque chose, c'est casser quelque chose dans la présence d'eau. Donc, hydrolyse des protéines, donc c'est un phénomène de catabolisme. Il va aussi stériliser les aliments. Qu'est-ce que je voudrais parler sur cet acide chlorhydrique? La question de boire quand on mange. Donc, il faut que réfléchir. Donc, si on a cet acide chlorhydrique qui a comme fonction de activer les pepsinogènes en pepsine et stériliser les aliments, c'est vrai que si on boit soit de l'eau, soit de l'eau ou quoi que ce soit pendant qu'on est en train de manger, c'est vrai que ça va diluer un petit peu cet acide chlorhydrique. Est-ce que ça fait grossir? Non. Est-ce que ça fait maigrir? Non plus. Mais il va avoir quand même une action sur l'acide chlorhydrique. Donc, ce qu'on conseille, c'est 1 heure avant ou 1 heure après de boire. Mais si la personne ne peut pas, si elle boit quand même jusqu'à 200 ml, un petit verre d'eau, je parle de l'eau, hein, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de gros problèmes. La seule chose, c'est que ça peut perturber un petit peu la digestion. Mais tout ce qu'on fait qui perturbe la digestion, bon, c'est pas un verre d'eau qui va compliquer la chose. Hein. Donc, il ne faut pas être radical non plus. Mais il faut réfléchir. L'acide chlorhydrique, il est là pour faire ça. Après, on va voir aussi la lipase. On va voir au niveau du duodénum, le pancréas. Le pancréas, il fonctionne comme une glande endocrine et exocrine en même temps. Donc, endocrine, c'est quoi? C'est une glande qui va verser ses sécrétions dans la circulation sanguine. Ce n'est pas du tout le cas. Là, il va travailler au niveau, il va aider au duodénum avec la lipase pancréatique, par exemple, l'amylase pancréatique et la trypsine. Donc, on va avoir une action, le pancréas, sur le lipide, sur le glucide et sur la protéine. OK? Donc, cette action-là, c'est exocrine, parce que ce n'est pas dans la circulation sanguine. On est encore hors corps. Et aussi, le foie, qui a sa vésicule biliaire, qui va faire l'émulsification des lipides, qui va transformer ces lipides en micelles. On va avoir un chapitre que pour ça, parce que c'est une partie un peu compliquée. C'est ça qui va, en fait, cette vésicule émulsification des lipides, il va avoir une participation de cholestérol, formation de cholestérol, le cholestérol revient au foie. Bon, c'est un peu compliqué, mais l'important maintenant est de savoir le temps digestif. Donc, on sait que notre bol alimentaire, il est arrivé sous la forme de chyme jusqu'au estomac. Après, il va passer au duodénum, il va passer en intestin grêle. Le duodénum, il est considéré comme deuxième cerveau. Et là, on est dans la notion de hors-corps. Ce duodénum, cet intestin grêle, c'est en sachant que le duodénum fait partie de l'intestin grêle. Hein.
parce que parfois les gens, les bouquins, ils disent pas ça. Donc ce duodénum, il a le trypsinogène, il a les chymotrypsinogènes, carboxypeptidase, il va transformer les aminoacides vraiment, casser vraiment le protéine. Il y a l'action aussi de l'amylase pour l'amidon, de la maltase, lipase pour les triglycérides. Là, il y aura une action sur les monoglycérides après émulsification par la bile. Au niveau des iléum et jéjunum, on va voir la valvule iléocécale qui est à peu près par là. Bon, là, je vous montre, valvule iléocécale. Il y a l'appendix qui fait partie de notre immunité. Donc, est-ce que c'est important l'appendix? Bien sûr, sinon il n'était pas là. Les colons ascendants qu'on voit là, les transverses et les colons descendants. Il y a une région sigmoïde parce qu'il est en forme de S, là. Après, on a le rectum et l'anus. Donc, tout ça, c'est notre système gastro-intestinal. Alors, une question qu'on peut poser, qu'est-ce que c'est la digestion? Donc, la digestion, en fait, c'est casser ces molécules, c'est le métabolisme dans le processus de catabolisme. J'avais dit qu'il y a quelques hormones qui vont jouer d'une façon importante dans ce catabolisme. On a parlé du glucagon, on a parlé du cortisol qui font partie de ce... On a parlé d'hormones de croissance, on a parlé de la thyroxine, d'accord? Tout ça, c'est dans cette histoire-là. Donc, on a 4 molécules qui seront, les macromolécules qui seront cassées, qui viennent de l'alimentation, qui sont les glucides, qui s'appellent aussi hydrates de carbone. Pourquoi? Parce qu'ils sont constitués essentiellement d'hydrogène et de carbone. Et ils sont appelés aussi sucres. Tous ces glucides, hydrates de carbone et sucre, ils ont comme objectif de devenir en molécules simples après le catabolisme, qui c'est les monosaccharides. Le glucose que je vous montrais avant là, dans l'histoire du métabolisme, dans la partie 1, qui va rentrer dans la glycolyse, dans le cycle de Krebs, dans la respiration cellulaire pour transformer en ATP. Ou pas, il peut être transformé aussi en triglycérides, en gras. Donc, ces monosaccharides, ça peut être glucose, ça peut être aussi fructose, ça peut être aussi galactose. Ok? Chaque fructose, galactose, il va avoir une voie métabolique, spécialement la fructose, différente, qu'il va falloir étudier. Après, on a le lipide aussi, le gras, qui a comme élément plus simple l'acide gras. Les protéines, qui sont les aminoacides, et les acides nucléiques, qui sont les nucléotides, que je ne sais pas pourquoi, les gens ne parlent pas. Donc, une fois dans la circulation, les micronutriments, c'est-à-dire les acides gras, les aminoacides, les nucléotides et les monosaccharides, seront à nouveau synthétisés, là on est dans l'anabolisme par notre corps, en substances chimiques humaines par notre code génétique. Ok, par exemple. Donc, j'espère que vous avez bien compris cette notion est là pour vous montrer sur le point de vue biochimique qu'est-ce que je suis en train de dire. Donc, on a parlé on a parlé de la protéine. La protéine, on avait dit que la substance plus simple de la protéine pendant le catabolisme, qui c'est de devenir le plus simple de la protéine, c'est l'aminoacide. Pourquoi? Parce qu'il a un groupe amine. Là, ce NH2, c'est le groupe amine. Ah, Elisa, comment tu le sais? Ben, il faut mémoriser. Amine, ça veut dire qu'il y a un azote, NH2. Ça veut dire aussi, si c'est un acide, qu'il y a un groupe carboxylique. On commence à comprendre les choses. C'est quoi le groupe carboxylique? C'est COOH. Et c'est toujours comme ça. CO avec une double liaison O. Donc, pour bien comprendre cette molécule, on a 2 molécules de carbone. On a 1 molécule d'hydrogène, 3
4, 5 molécules d'hydrogène. Donc, on a la présence de carbone et d'hydrogène. Donc, c'est une molécule organique. C'est pour ça qu'elle est organique. Et on a un radical. Ce radical va varier. Et ce radical sera aussi composé de carbone et d'hydrogène aussi. Et qui va, selon ce radical, il va avoir des noms différents, qui sont les aminoacides. Ils peuvent être essentiels ou pas essentiels. Exemple, la lysine, la phénylalanine, la tyrosine, le tryptophane, tout ça sont des aminoacides. D'ailleurs, je parlais pas mal que sont essentiels, sauf le tryptophane, mais tryptophane aussi. Mais enfin, ces radicales qui vont changer les noms, mais c'est surtout la notion des aminoacides. Plusieurs aminoacides vont former des liaisons, qui sont des liaisons peptidiques, qui vont former une protéine. On a besoin de 100 aminoacides, par exemple, pour former une protéine. Donc là, c'est l'unité plus simple de la protéine. Là, on va voir qui? Là, on est en train de voir le glycérol. Glycérol, pourquoi ce nom ol? Parce qu'il y a cette termination ol, parce qu'on voit des hydroxyles qui sont ces OH, qui est l'alcool. Vous voyez là l'alcool? Donc, c'est 3 alcools avec 3 carbones, ça s'appelle triglycérol. Et comment je sais que c'est glycérol? Parce que j'ai mémorisé, donc il faut mémoriser que glycérol, la constitution, elle est comme ça. Donc, les glycérols seront, chaque carbone va avoir une liaison. Là, on voit bien H2O, libération d'eau. Vous voyez là la libération d'eau. On va voir 3 acides gras. Acide gras numéro 1, acide gras numéro 2, acide gras numéro 4. Pourquoi c'est acide? Parce qu'on a le même acide là, COOH. On va voir COOH, un groupe acide. C'est pour ça que l'acide gras s'appelle acide gras. C'est pour ça qu'il est acide. Et la partie gras, parce qu'il y a de longues chaînes de carbone, ça c'est pas une longue chaîne, hein, parce qu'une longue chaîne c'est 18, à partir de 12 carbones, là il n'y a pas, ça c'est une petite chaîne de carbone. Donc, mais des acides gras, ces acides gras, ils peuvent être saturés, monoinsaturés ou polyinsaturés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, là on a 3 acides gras saturés. Parce qu'on observe que la liaison entre le carbone et l'hydrogène, qui s'appelle liaison covalente, donc la liaison entre le carbone et l'hydrogène s'appelle liaison covalente, c'est une liaison très très énergétique, difficile de casser, très forte. Et donc comme on n'a que tout le carbone il a une valence 4, on peut lier le carbone à 4 choses. 1, 2, 3, 4. Donc, ce carbone-là, il est lié à 3 hydrogènes et un carbone. L'autre carbone, il est lié à 2 carbones et à 2 hydrogènes. Donc, ils sont tous liés. Il n'y a rien lié là. Il n'y a que des liaisons simples, comme on peut voir. Un trait, liaison simple. Donc, on dit qu'ils sont saturés. Et quand ils sont insaturés, c'est parce qu'ils ont une double liaison. C'est-à-dire, ce type-là de double liaison, on met ici au milieu et on enlève un hydrogène. Alors, ça forme les triglycérides parce qu'il y a un glycérol et pas 3. Triglycérides, ça donne l'impression que c'est 3 glycérols. Donc, c'est un glycérol et 3 acides gras. Ces acides gras, ils peuvent être, c'est ça que les gens parfois ne comprennent pas, quand on forme un triglycéride, on peut voir un acide gras ici saturé, celui-là insaturé, polyinsaturé et celui-là monoinsaturé, tout mélangé. Quand ils seront cassés, celui-là sera un acide gras insaturé, l'autre polyinsaturé, monoinsaturé, saturé. Il n'y a aucun problème. Là, c'est coïncidence que tous ces 3-là sont saturés, mais on peut avoir un mix. Et donc, ça, c'est le triglycéride. C'est la forme stable du gras qui sera stockée dans les adipocytes. C'est ça, cette forme-là qui est stockée. OK? Après, on va voir les nucléotides. Les nucléotides, c'est quoi? Les nucléotides, c'est pour former des acides nucléiques. Ça, c'est pour former la protéine. Ça, c'est pour former les lipides. Ça, c'est pour former les acides nucléiques. C'est quoi les acides nucléiques? Il y en a 2 principales qui nous intéressent. C'est le acide ribonucléique, le RNA, et le acide désoxy, parce qu'il y a un oxygène de moins,
nucléiques, c'est le DNA, qui sont exactement dans le noyau de nos cellules, le DNA. Et les RNA, il y a le RNA transporteur, il y a le RNA messager, il y a le RNA ribosomique. Enfin, il a plusieurs fonctions. Et l'unité minimale de l'acide nucléique, c'est le nucléotide qui est formé d'un sucre. Dans ce cas-là, je peux vous dire qu'on a un sucre, on a phosphate. Là, c'est le phosphate. Vous voyez un P du phosphate. Donc, on a un sucre, un phosphate. Et on a deux bases d'azote. Une qui s'appelle adénine et l'autre qui s'appelle tyrosine. Thymine. Tyrosine. Adénine et thymine. Comme c'est adénine et thymine, je peux vous garantir que ça, c'est pour faire un ADN. Parce que le ARN, on aurait adénine et uracile. Uracile, pas thymine. Donc, en fait, ici, on a la liaison de combien? Si on a un phosphate, une ribose et une base. Les bases sont liées entre elles. Voilà, une base liée à une autre base qui va lier à un autre phosphate, qui va lier à une autre ribose, qui va lier à une autre phosphate. Donc là, là on a deux nucléotides. Là, 3 nucléotides, 4 nucléotides, etc. OK? Donc ça, c'est le nucléotide. La base des acides nucléiques. Alors, vous pouvez me demander... Ah, et là, on a quoi? On a le glucose, un monosaccharide, et le fructose, un autre monosaccharide, sous la forme combinée. Ça, le corps ne transforme jamais en ATP. J'ai besoin de casser ça, cette glucose, cette fructose. La glucose va prendre la voie de la glucose, qui, on a déjà vu un petit peu, que c'est la glycolyse, le cycle de Krebs et la respiration cellulaire pour être transformée en ATP. Et le fructose va prendre une voie parallèle, pas la même que la glucose. C'est pour ça que manger de fruits, c'est très bien. Mais ce fructose, par exemple, qui est dans le coca, qu'on dit le fructose qui est dans le coca, c'est pas bien du tout. Donc là, on a alpha-D glucopyranosyle et bêta-D fructofuranose. Quand on va étudier le glucide, on va comprendre pourquoi alpha, pourquoi D, pourquoi pyranose, pourquoi furanose, pourquoi tout. Mais en fait, là, on a un exemple de glucose plus fructose qui s'appelle saccharose, c'est le sucre qu'on mange, le sucre blanc, par exemple. Donc, ça sera coupé en glucose, en fructose, qui seront catabolisés séparément. OK? Donc, pour revenir, on a, sur le point de vue biochimique, on a ici l'unité aminoacide pour les protéines, l'unité acide gras plus glycérol en triglycéride, mais l'unité quand même du lipide, c'est l'acide gras. On a un exemple de nucléotide pour former les acides nucléiques et on a un exemple de glucide qui c'est un disaccharide, la saccharose. Ce que je voudrais dire, c'est ces 4 éléments, OK, sont présents dans tous les aliments, sauf 2. L'eau et le sel. D'accord? Le sel, ce n'est pas une substance organique déjà, et l'eau, c'est H2O, et il n'y a pas cette structure-là. Le reste de produits alimentaires, c'est sûr qu'ils viennent parce que ces substances organiques, elles proviennent d'une source vivante, soit d'une vache, d'un animal, soit de plantes. Donc, vous pouvez me demander par exemple, mais Elisa, attends 2 secondes là. Là, tu veux dire que on trouve des acides nucléiques dans la pizza? Bah oui, parce que dans une pomme aussi, n'importe, tout ce qu'on mange, sauf l'eau et le sel, provient d'une source vivante. Donc, je vais vous donner des exemples. La viande, qui vient de la vache, le poisson, qui c'est le poisson, l'œuf, qui vient de poule, le lait, qui vient de la vache, le tomate, qui vient d'une plante, les champignons, donc tout ça, le pizza, la masse, le blé vient d'une plante, le fromage vient de la vache, le champignon vient de fungus, l'oignon et l'olive, le piment viennent de plantes, donc on va trouver de nucléotides, des acides nucléiques dans le pizza. Ça ne veut pas dire qu'il faut manger du pizza. Hein? Je rigole. Mais c'est vrai. Donc, ça, c'est sur le point de vue biochimique. Maintenant, on arrive
à notre système, qui fait partie du système, qui vont déboucher, qui ont un rapport direct avec notre circulation sanguine, qui c'est le système rénal. Donc, si on décrit le système rénal, là, on voit bien le rein. Ici, en dessus du rein, on va voir la glande surrénale d'un côté et de l'autre, en sachant qu'on a déjà vu, on a déjà parlé de l'adrénaline et de l'épinéphrine. Hein? Épi, en dessus, néphros, c'est l'unité qu'on va voir là maintenant, c'est l'unité du rein. Ad, c'est au-dessus aussi. Drénal, c'est glande. Donc, ça veut dire que l'adrénaline est produite à ce niveau-là. Adrénaline ou épinéphrine. OK? Donc, là, on a le rein. Du rein, les structures du rein, elle est là. Mais on sait que ça va partir de tubules là, 1 et 2, qui c'est l'urétère, les urétères. Après, ça va arriver dans la vessie. De la vessie, on a un sphincter et on a l'urètre. Ça, pour moi, en français, c'est compliqué, mais vous avez bien compris, je crois. Ça fait notre système rénal. Ce système rénal, on sait que le rein a son unité fonctionnelle. Ce rein-là, il est rempli d'1 million de ça qui est à côté, qui s'appelle néphron. Donc, néphron, en grec, ça veut dire rein. L'unité fonctionnelle, c'est le néphron, qui est constitué de toute cette partie-là, de capsule de Bowman, qui est constituée bon, on va voir après, de tubes contournés proximal, de tubes contournés distal. Entre les tubes contournés proximal, c'est celui-là, et distal, on va voir l'anse de Henle. Voilà. Ce tube contourné, il va venir jusqu'à la capsule de Bowman, qui va venir à nouveau, qui va avoir le tube collecteur, qui s'appelle aussi tube collecteur de Bellini, pour être enfin là, on est là, ça là, c'est ça, pour être enfin là, éliminé dans les urétères, ok, dans les urétères. Ouf, voilà. Donc tout ça, il y a 1 million de ça qui sont là au niveau du cortex et de la médule. Ça, c'est pour vous donner une bonne idée de la chose. Donc là, première chose, le rein, il n'y a pas que la fonction qu'on pense toujours, l'élimination de déchets. Pas du tout. Il a 6 fonctions, le rein. Déjà, la régulation du volume extracellulaire, qui est hors cellule, et de la pression artérielle. Donc ça, on fait les reins. Il y a un système ou un réflexe qui s'appelle rénine, angiotensine, aldostérone. Et on sait que cette rénine, elle est produite au niveau du rein. D'ailleurs, c'est très intéressant le système qui c'est le contrôle de la pression artérielle, parce qu'il commence dans le rein et finit dans le rein. Donc, c'est intéressant parce qu'on se pose la question, pourquoi passer par tout ça si ça va commencer dans le rein et finir dans le rein? Mais bon, on verra ça après. Donc, il y a la rénine, l'angiotensine et l'aldostérone. L'aldostérone est un minéralocorticoïde produit aussi par la surrénale. Et minéralo parce que c'est lié aux minéraux, sodium, potassium, des choses comme ça. Et système cardiovasculaire, donc le rein et le système cardiovasculaire ont une fonction synergique dans le maintien de la pression artérielle, qu'on verra plus tard. Il a une fonction aussi, une régulation de l'osmolarité. Donc, ça, c'est un sujet quand même un petit peu compliqué qu'on va voir aussi. L'osmolarité, c'est la concentration d'un soluté en osmole par litre. Il faut avoir l'idée de soluté de solvant, par exemple. Quand on a du sel avec l'eau, le sel, c'est le soluté, et le solvant, d'ailleurs, l'eau, c'est un solvant universal. Donc, solutés sont des choses plus denses, plus denses, voilà, soluté. Et l'eau, les liquides, c'est le solvant. Donc, régulation de l'osmolarité, c'est cette relation entre soluté et solvant. Le maintien de l'équilibre ionique, quand on parle de ions, on parle de
charge électrique, positive, négative, qu'il va falloir comprendre aussi. La régulation de l'équilibre acido-basique. Si ce liquide extracellulaire devient trop acide, les reins, qu'est-ce qu'il fait? Il va éliminer les H+, ça veut dire les protons d'hydrogène. Il épargne le carbonate qui a un rôle de tampon. Inversement, si ce liquide extracellulaire devient trop basique, il va faire le contraire. Mais ça, il ne faut pas comprendre maintenant. Il faut avoir une bonne idée de la chose, c'est tout. L'élimination de déchets clairs, comme la créatinine, l'urée, urobilinogène. Vous voyez le gène, c'est inactif. Hein? Donc, on va voir ça aussi. L'acide urique, les substances étrangères, médicaments, toxines, tout ça, il élimine. La saccharine, il élimine aussi. Les productions d'hormones, il est très important. Rénine, érythropoïétine, ça, érythropoïétine, on appelle des érythrocytes. Érythrocytes, c'est qui? C'est exactement les hématies ou les globules rouges. Globules rouges, hématies et érythrocytes, c'est la même chose. Parce que érythro, ça veut dire rouge, rouge. Donc, ce sont les cellules rouges. Donc, ce sont les globules rouges. Rénine, conversion aussi de la vitamine D3, régulation du calcium dans l'histoire des masses osseuses. Tout ça, le rein y participe. Hein. La vitamine D3, c'est-à-dire que jusqu'au moment qu'il n'arrive pas au rein, eh bien, c'est tout inactif. Il va devenir actif à partir du moment qu'il passe par le rein, la vitamine D. Et là, donc on a vu les 6 fonctions du rein, comme ça. Alors, et les 3 fonctions spécifiques du néphron, qui est l'unité fonctionnelle. Ça veut dire quoi, unité fonctionnelle? C'est pour que le rein fonctionne, le minimum, on a besoin d'un groupe de structures. Ce groupe de structures, c'est l'unité fonctionnelle. L'unité fonctionnelle du rein, c'est le néphron. Donc, on a besoin de cet appareil-là qui s'appelle appareil justaglomérulaire. On a besoin de ce groupe d'artères un méta-vaisseau qui va au long des vaisseaux, au long de tubules, pour accompagner le tubule exactement pour faire les échanges. Il y a le tube contourné proximal, l'anse de Henle, là, wow. Après le tube contourné distal qui va, et là c'est le tube collecteur. J'espère bien que vous comprenez où est tout ça. Ça, c'est exactement là-dedans, là. Et là, c'est les calices, bassinet et calices, où tous ces tubes collecteurs vont déboucher ici pour passer aux urétères. Donc là, c'est un néphron et son tube collecteur. Tout ça fait partie du néphron. Okay? Donc on voit capsule de bâillement. On a les 3 fonctions de cette unité fonctionnelle, c'est la filtration glomérulaire. Le sang sera filtré ici. Ça veut dire que filtration, c'est le mouvement du liquide du sang vers la lumière du néphron. Quel sang? Le sang qui vient de la grosse artère, qui est l'artère rénale, qui va diminuer et qui va arriver ici pour être filtré, ce sang. Donc, le mouvement du liquide du sang vers la lumière du néphron, des capillaires du glomérule dans la capsule de Bowman. Okay? Elle se déroule uniquement dans des corpuscules rénales, on appelle urine primitive, les filtrats obtenus. Ça veut dire que ça ne s'appelle pas urine, ça s'appelle urine primitive, ce qui va sortir d'ici et qui va rentrer dans les tubes contournés proximal. Après, pour faire exactement la réabsorption. Et c'est à ce moment-là qu'on va laisser rentrer du sodium, laisser partir sodium, absorber de l'eau. S'il y a passé une protéine, on la prend aussi. Donc, ça veut dire, attention, réabsorption, c'est pourquoi? C'est parce qu'il y a encore des produits qu'on veut, que le corps a besoin. Donc, ça sera réabsorbé par où? Par ces trames-là d'artères qui vont reprendre les choses qu'il ne faut pas être éliminées
dans les tubes de Bellini, là, dans les tubes contournés, après les tubes contournés distales, dans les tubes collecteurs. Donc, tout ce qu'on veut encore, ça va rentrer, donc sera réabsorbé par le corps. Et tout ce qu'on ne veut pas, ça va rester quand même dans le tube. Donc, il va falloir étudier qu'est-ce que rentre au niveau du contourné proximal, qu'est-ce qui rentre au niveau des lances, qu'est-ce qui rentre au niveau qu'est-ce qui rentre, ça veut dire qu'est-ce qui va être réabsorbé par le sang et qu'est-ce qui va rester à chaque niveau. Ok? C'est pas compliqué, mais il faut quand même avoir du temps pour bien étudier ça. Donc voilà. Après, on va partir à la troisième fonction de ce néphron, c'est l'élimination, l'excrétion. Voilà, bombe, l'excrétion. Tout ce qu'on ne veut plus, on ne veut pas. Là, à ce moment-là, qu'on appelle urine définitive. Jusqu'à là, c'est pas urine définitive, c'est on appelle l'urine primitive ou le filtrat. Ok. Donc, maintenant, comment les physiologistes voient notre corps? Comment ils voient notre corps? Bah, très facilement. Ils voient notre corps comme ça. La physiologie. Je sais que ce n'est pas une bonne photo, mais c'est la meilleure que j'ai trouvée. Donc, premièrement, on va identifier les éléments. Donc, ici, bouche. C'est un schéma. On a la bouche. D'accord? Vous imaginez cette photo-là, un schéma. C'est-à-dire, cette photo, je vais vous montrer laquelle. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est où? Cette photo-là, voilà. Un schématisé. OK? Schématiser, 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 comme ça. Donc, on va voir la bouche, on va voir l'anus, on va voir le canal alimentaire. Ici, c'est la circulation sanguine, ok? Ici, comme on voit là, on voit quoi? C'est une alvéole. Qu'est-ce que représente ça? Notre système respiratoire, notre poumon, où on va faire les échanges d'oxygène CO2. Voilà la flèche, échange oxygène qui part, CO2 qui vient. Qui part par où? Ça va où? Ça va dans la circulation sanguine, à travers de qui? À travers de quelque chose, d'un tube qui va arriver au cœur. Ce qui va arriver, c'est artère pulmonaire. Qui va arriver où dans le cœur? Il va arriver au niveau de l'oreillette gauche, qui va passer au ventricule gauche, qui va partir par l'aorte et être distribué dans tout le corps. Ok? Il faut revoir là l'explication du système cardiovasculaire. Ici, on a le sang. Alors, ici, il y a aussi les échanges avec tout ce qui est extracellulaire, le fluide extracellulaire. Okay? Ça, c'est le fluide extracellulaire. Ça, là, sont les cellules. Représentent les cellules, des tissus, des organes, de tout ça. Hors corps, on a l'environnement externe, mais on a aussi, jusqu'au moment qu'il est là-dedans, dans ce canal alimentaire, on considère quand même que c'est hors corps. Sauf quand il rentre dans la circulation sanguine, qu'on est dans notre corps. Ça qu'on voit comme ça, là, c'est la représentation de qui? C'est la représentation du tube contourné. Tube contourné, là, le sang passe par le glomérule, ça sera filtré, ça va rentrer dans le tube contourné proximal, anse de Henle, tube contourné distal, pour être éliminé par la vessie. Donc, ce que je voudrais vous montrer, que c'est tout ce système respiratoire, digestif, le système rénal, cardiovasculaire, ils sont en liaison directe avec le sang. S'ils sont en liaison directe avec le sang, ça veut dire qu'un problème au niveau respiratoire peut avoir un retentissement sur mes cellules, sur mon tissu extracellulaire, sur mon système rénal, sur mon système digestif. La même chose, si j'ai un problème digestif, je peux avoir un retentissement au système respiratoire, au système urinaire. Mais il ne faut pas penser non plus qu'à chaque fois qu'on a un problème respiratoire, ça vient du système digestif. Ça non plus. Ben, il va falloir bien regarder les choses, bien étudier les choses. Ok. Et qu'est-ce que j'allais dire? Donc, ce qui est hyper important dans mon exemple, c'est de montrer la relation, la interdépendance de tout ce système-là. Donc, quand quelqu'un me dit
que j'ai un problème à la vessie, un exemple, un problème à la vessie, ben ça, ce problème-là, ça peut venir de l'extérieur, bactéries, etc. Ça peut venir aussi d'un problème au niveau sanguin, qui a perturbé mon rein et qui est descendu ce problème-là jusqu'à la vessie. Donc la vessie peut avoir un problème qui vient du haut ou un problème qui vient du bas. Ok? Bon, on continue nos systèmes là. Encore dans ce même système, mais il ne peut pas être bien représenté là, qui va aussi avoir une relation complètement avec la circulation sanguine, c'est le système lymphatique ou le système immunitaire. Pourquoi système lymphatique et système immunitaire? Pourquoi on ne dit pas que c'est exactement la même chose? Parce que ce système lymphatique, il associe deux notions. Première notion, c'est la notion de vaisseau lymphatique, qu'on va parler tout à l'heure, qui est le réseau lymphatique, de la lymphe, qui c'est le troisième liquide qu'on parle dans le corps. On a les artères, les veines, là on a la lymphe. On a le sang et la lymphe. Pourquoi je dis ça? Je voudrais dire l'artère, les veines et le système lymphatique. Dans l'artère et les veines, on va voir le sang, c'est ça que je voudrais dire, et dans le vaisseau lymphatique, la lymphe. Donc, dont les vaisseaux naissent dans des différents tissus du corps pour rejoindre là, différents tissus du corps, vous voyez, ils vont rejoindre des ganglions, qui sont ces petites boules-là. Après, ces ganglions qui vont permettre la circulation et nettoyage de la lymphe, qu'on va parler tout à l'heure, et dans une certaine mesure, de la clairance des particules insolubles. Donc ça, c'est le réseau, les vaisseaux lymphatiques. De l'autre, qu'on va parler tout à l'heure. De l'autre côté, on a aussi, par tous les organes qu'on voit là dans cette photo, regardez bien, tout est en vert là, tout ce qui est en vert, se trouve une grande quantité de ganglions lymphatiques et de tissus lymphoïdes associés aux muqueuses, de la moelle osseuse, ainsi que des organes tels que la hâte, les thymus par exemple, qui chez l'adulte, il n'existe plus que chez l'enfant, mais bon, c'est important, la hâte. Donc ces tissus-là font partie du tissu lymphoïde, à l'exception de la moelle osseuse. Attention de ne pas confondre, je sais que c'est une bêtise, mais on ne sait rien, de confondre moelle osseuse avec la moelle nerveuse, qui est au milieu de vertèbres là. Okay? On parle là de la moelle osseuse, de l'os, qui a des tissus lymphoïdes. Okay? Le rôle de ce système lymphatique, il est absolument multiple. Il draine les excès de liquide se trouvant au niveau des tissus et il participe à la détoxication des organes et du corps. Alors, il ne faut pas mémoriser. Après, il faut rentrer dans ce système lymphatique immunitaire, commencer par les cellules qui font partie, le ganglion, les organes, les tissus lymphoïdes, étudier un par un et bien comprendre l'action. Ça ne sert à rien de mémoriser tout ça. Il contribue à la circulation des nutriments, pas comme le sang évidemment, d'accord, mais il contribue quand même. Il permet la circulation dans tous les corps et hors des vaisseaux sanguins des globules blancs. Dans le processus d'activation de la réponse immunitaire spécifique, on a une réponse immunitaire innée, ça veut dire quand on est né, on a cette réponse et après on va avoir une réponse immunitaire acquise. Donc là, il va falloir étudier le système immunitaire. Je sais que c'est beaucoup de choses à étudier, mais petit à petit, on va y arriver. Il contribue à la circulation aussi des hormones. Il est un grand responsable pour la formation, le transport du chylomicron qui va transporter le cholestérol et les triglycérides, qui c'est une lipoprotéine qui va donner toute l'histoire des LDL, de VLDL, de HDL, etc. Tout part du système lymphatique de l'intestin. Donc, en regardant notre système lymphatique, on voit le réseau lymphatique, il est collé à notre réseau
vasculaire normale, vous voyez bien, ok? Si on voit le réseau lymphatique, il est présent dans tout l'organisme, à l'exception quand même du système nerveux central, hein, et des tissus non vascularisés. Tissu non vascularisé, l'ongle, c'est un tissu non vascularisé. Il est composé de 2 circuits distincts. Donc, pour les cas supérieurs, là en marron, donc je vais répéter, il est composé de 2 circuits. Ce vaisseau, ce réseau lymphatique, 2 circuits. Ça, il faut savoir, il n'y a pas de choix. C'est le quart supérieur, c'est la, comment ça s'appelle, le quart supérieur droit du corps, qui c'est la grande veine lymphatique, et le reste, qui c'est le canal thoracique. Ok? Le réseau lymphatique débute par le petit capillaire, là, disposé en réseau, et après on va voir un vaisseau plus gros, là, les capillaires, après on va voir le ganglion lymphatique, après on va voir les vaisseaux lymphatiques, là sont des valvules, ça fonctionne comme des valvules, il n'a qu'un sens, il n'y a pas de sens, okay? Il ne va pas comme les artères qui peuvent faire ça ou peuvent faire ça, non, que dans un sens. Alors ces valvules-là, après on a les nœuds lymphatiques, isolés ou groupés, les troncs lymphatiques et les systèmes, les ganglions lymphatiques, et tout ça va finir dans notre système veineux. Regardez bien, qu'est-ce qu'on voit là? On voit le cœur, et c'est qui cette veine? Qui vient de la veine cave. Et là, la veine cave, à ce moment-là, elle appelle veine sous-clavière. Donc, ça veut dire que de ce côté-là, il y a le canal thoracique qui va déboucher dans la veine clavière gauche pour s'unir du côté gauche à la veine cave. Oui, à la veine cave gauche. Voilà, veine cave gauche. Donc, je vais vous montrer ici quand même les vaisseaux lymphatiques. Ce côté-là, on a côté droit, on va voir le conduit lymphatique à droite. Et du côté gauche, on va voir le conduit, comment ça s'appelle, le canal thoracique, le conduit thoracique à gauche. Mais je vais parler un petit peu de la lymphe. C'est quoi la lymphe? La lymphe est un liquide clair qui se constitue dans l'interstitium, ça veut dire hors extracellulaire, ok? À partir de la filtration du sang hors de la partie artérielle de capillaire, qui est transportée à travers le système lymphatique vers l'angle veineux, puis passe à nouveau dans le système vasculaire sanguin. Voilà. En fait, c'est ça. C'est cette histoire-là. Ok? Donc, on va parler des principaux troncs lymphatiques, qui c'est le conduit thoracique et le conduit lymphatique droit. Donc, le canal thoracique et le conduit lymphatique droit. Donc, c'est bien cette photo-là. Le tronc lymphatique à droite, c'est ça, représenté par le nombre 18, 19 et 20. Et de ce côté-là, c'est le canal thoracique. Qu'est-ce qu'on peut parler du conduit thoracique? Il est le principal. Je vais parler du côté gauche. Le conduit thoracique, que de voir, on sait, tout ça qui est en vert là, il est le principal tronc du système lymphatique qui prend naissance sous le diaphragme, okay? Sous le diaphragme, d'une dilatation constante située à droite de l'aorte, fusiforme. Il va former la cisterne, une cisterne très connue, qui c'est la cisterne de... Comment s'appelle la cisterne? Cisterne de Chili, oui, c'est ça. Si je me rappelle bien, c'est bien ça. Elle est là, la cisterne. Numéro 3, là. Il se divise en différentes parties. Une partie abdominale, voilà, cette partie 1, là, abdominale. Après, on a la partie thoracique,
Voilà, partie 2, partie abdominale, partie thoracique. Donc là, c'est la cisterne. On a la partie abdominale, là, la partie thoracique. Jusqu'au conduit thoracique. C'est le 4 là. Voilà. Voilà. On va voir une veine. Je vais la trouver ici. À 6. Attendez, je ne veux pas dire de bêtises. Donc, voilà, on a la cisterne, on a niveau abdominal, niveau thoracique, conduit thoracique, tout ça qui va déboucher quand même sur la... On a ici, voilà, je me rappelle maintenant, le tronc bronchomédiastinal gauche, on a le tronc tubulaire gauche, subjugulaire gauche, pardon, et le tronc jugulaire. Voilà, le tronc jugulaire. Voilà, c'est ça. Les conduits thoraciques transportent la lymphe de toute la moitié des conduits thoraciques, de toute la moitié inférieure du corps et de la partie supérieure gauche. Ok? Ça se voit, ça se comprend. En tant que l'autre, le conduit lymphatique droit, bah, il va recevoir que cette partie supérieure, comme on a vu là. Voilà. Donc, quand on pense à système de vaisseau lymphatique, on pense toujours au conduit thoracique. Ça, c'est sûr. OK? Et au conduit lymphatique droit. Mais surtout, le conduit thoracique gauche. Il ne faut pas oublier ce conduit thoracique gauche. Il est hyper important. Il va déboucher sur la veine sous-clavière là, gauche, qui, elle, va prendre là, la veine cave supérieure, qui va finalement rentrer là. Ah, va prendre la veine supérieure, la veine cave supérieure pour entrer dans l'oreillette droite, avec l'oreillette droite. Il va tout mélanger là-dedans, la lymphe. OK? Bon, j'espère que vous avez bien compris cette partie-là. Maintenant, on va parler du système tegumentaire. C'est notre dernier système qui a une relation directe avec la circulation sanguine, que c'est la peau. Donc, ce sont les glandes sudoripares, des vaisseaux sanguins cutanés qui participent dans la manutention de la température corporelle, à part notre... Donc, quand on parle d'homéostasie, ça fait partie, mais on a quand même un centre au niveau au niveau central, du système nerveux central, responsable pour cet équilibre de la température thermique. Donc, équilibre thermique, au travers de la dilatation et de la vasoconstriction. C'est-à-dire que, par exemple, on commence à faire de l'exercice physique sous le soleil, je commence à suer. Donc, on va avoir quoi? Une diminution de la volémie. C'est quoi volémie? C'est le volume, c'est dans le sang, le volume sanguin, parce qu'on perd de l'eau. Si on perd de l'eau, on va avoir une diminution de la pression artérielle. Donc, on peut même perdre la connaissance. Bah, c'est là, on est dans la pure physiologie. Hein. Tu mets par exemple la main dans l'eau chaude, immédiatement des palmes de main deviennent rouges. Pourquoi? Parce qu'il y a une vasodilatation des vaisseaux cutanés. Ce vaisseau-là, cutané, augmentation du flux sanguin pour se livrer de la chaleur. Donc le corps, il fait toujours quelque chose pour revenir à un état normal. S'il y a excès de chaleur, dilatation, augmentation du flux sanguin. S'il y a de l'eau froide, on fait vasoconstriction, réduction du flux sanguin. Si on perd par hémorragie beaucoup de sang, la première chose qui va se passer, c'est une vasoconstriction de tous les membres périphériques. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de sang au niveau du cœur, au niveau des reins, pour nous sauver la vie. Non, mais c'est hyper intelligent ce truc. Et on a aussi la barrière mécanique contre les corps étrangers, des bactéries, des virus, qui vont faire barrière aussi. Donc là, c'est un système tout entier à étudier aussi. Donc là, on va finir notre deuxième partie parce qu'on va parler maintenant un petit peu de la fonction du bilan biologique. Et ce que je voudrais dire, c'est que si vous avez aimé ces vidéos, vous pouvez mettre un j'aime là. Si vous avez des questions ou des sujets que vous voudriez aborder
en première instance, n'hésitez pas de mettre votre commentaire. Vous pouvez aussi regarder mon site internet qui a pas mal de choses. Et voilà. À tout à l'heure.